Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Tous les observateurs sérieux l'avaient prédit. Tous avaient annoncé que la crise économique allait déboucher sur une fronde sociale, que le régime ne pourra pas apaiser, parce que ses seules méthodes consistent à acheter la paix sociale, à anesthésier les catégories socio-professionnelles susceptibles d'exprimer leur colère, et qu'il n'en a plus les moyens, tout simplement. La grogne s'amplifie. Les mouvements sociaux se durcissent jusqu'à faire sortir dans la rue les retraités de l'armée, les médecins résidents, le corps paramédical, les enseignants et d'autres professions menacent d'ores et déjà de débrayer dans les jours prochains. C'est branle-bas de combat social. La solution pourrait résider dans la satisfaction de quelques revendications, tant que faire se peut, pour empêcher la situation de dégénérer. Mais le régime sait que s'il cède, il susciterait une réaction en chaîne de très nombreuses catégories socio-professionnelles, toutes lourdement affectées dans leur pouvoir d'achat, toutes poussées par leur base d'aller au charbon. Le climat social est réellement à l'orage. Le régime montre des signes très visibles de panique. Et la récente sortie du patron de l'armée, Ahmed Gaïd Saleh, qui a tiré à boulet rouge sur les retraités de l'armée, montre à quel point le régime craint que la protesta ne se répande dans ses propres corps sécuritaires. Ceux-là qui sont ses remparts naturels et qu'il prépare pour réprimer toute véritable dynamique populaire qui viendrait le contester éventuellement. L'obstination du régime de continuer à interdire toute manifestation dans la capitale, aussi pacifique soit-elle, montre combien il craint que la rue ne s'enflamme, celle des oubliés de la Grande Zerda, celle qui fournit les légions de Harraga, de chômeurs, de mal logés, de laissés pour compte, qui s'entassent dans les quartiers populaires d'Alger et de toutes les grandes villes du pays. En tous les cas, et au moment où il aurait fallu déployer une vaste concertation avec les représentants véritables de la société civile, au moment où il aurait fallu entrer dans une logique de vraie transition démocratique, qui puisse faire appel à l'implication de toutes les forces sociales et politiques du pays, les vraies, pas celles de façade, pas celles des fausses institutions, ni des faux partis politiques, ni des faux syndicats. Le régime s'obstine dans sa fuite en avant, dans une démarche suicidaire qui pourrait mener le pays tout entier à une explosion de violence que plus personne ne pourrait contrôler. Aujourd'hui. TSA, éducation. Le CNAPSET maintient l'appel à la grève illimitée par Nabila Houssine. Algérie part. Des grèves en cascade dans les prochaines semaines en Algérie par Saïda Sadia. HuffPost Maghreb. Retraité de l'armée, le MDN fustige un mouvement anarchique et crie à la manipulation par Hamdi Baala. Algérie, climat social orageux. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Sami Oussiddiq, coordinateur général d'Ibtikar. Merci d'être avec nous, Sami. Bonsoir, Sid Jamel. Bonsoir à vos téléspectateurs. Merci. Au téléphone, Faisal Mattawi. Merci d'être avec nous, Faisal. Faisal, qui est journaliste. Est-ce que Faisal est avec nous? Et Khaled Zirem, président du café littéraire de Bjaya. Khaled Zirem, merci d'être avec nous. Très bien. Votre correspondant. Ah, il y a un souci, nous allons essayer de le régler. Sami Oussiddiq. Donc, nous allons d'abord parler de ce mouvement social qui semble aller en se compliquant, aller en prenant de plus en plus d'ampleur,
Et ça fait depuis le début de 2018. Nous avons inauguré l'année 2018 avec un front social qui va en s'élargissant. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Écoutez, je pense que, et vous l'avez dit dans votre introduction, ce qui arrive n'est une surprise pour personne. Vous l'avez vous-même prévu, ici même, sur le plateau. Il y a déjà 4 ans. Oui. Donc vous voyez, le temps passe. Absolument. Et ce qui me navre, c'est que ce qui est arrivé, je dirais, était d'une certaine façon programmé. Il y a la conjonction de tendances négatives lourdes, dont on pourra reparler, qui font que nous débouchons sur cette situation qui était prévue. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas juste de l'incompétence, mais c'est également de l'irresponsabilité. De l'irresponsabilité vis-à-vis des Algériens, mais également de l'irresponsabilité vis-à-vis de l'histoire. Que nous arrivons à un moment de l'histoire de notre pays qui est important, un moment crucial. Pourquoi? Crucial parce que, je dirais, le projet national qui a débuté en 1962 dans cette Algérie unie, qui avait à cette époque-là un horizon, qui avait des idéaux, des rêves. Des rêves et des idéaux. Ces rêves et cet horizon s'est délité, a disparu. Aujourd'hui, nous arrivons à un moment où, depuis 62, donc faites votre calcul, il y a déjà 55 ans, on arrive à un moment où le projet national tel qu'il a été conçu à la base est aujourd'hui menacé dans son existence. Et lorsqu'on dit menacé dans son existence... Vous voulez dire l'Algérie dans sa configuration actuelle? J'y arrive, vous avez tout à fait raison. C'est l'Algérie menacée en tant qu'État et dans son société. Et dans son unité, non pas juste, bien souvent, ce que l'on met devant pour des tendances centrifuges, ça veut dire régionalistes, mais pour des raisons, je veux dire, autres que cela également, et qui sont très importantes, dont on me parle peu souvent. Alors, et qui sont? Alors, écoutez, très simplement, lorsque vous bâtissez une nation sur déjà un pacte social qui dit tout enfant d'Algérie pourra se développer, vivre et prospérer, nous sommes sortis du colonialisme. Et aujourd'hui, on voit où on en est avec des inégalités plus que criardes, on y reviendra, une situation politique figée et aujourd'hui aucun avenir. Et de ce fait-là, ces données-là font qu'aujourd'hui la société qui a été travaillée par des courants différents est aujourd'hui menacée de mort. Déjà qu'elle a été, je ne sais pas à vous que je vais conter l'histoire de la décennie noire, qui a véritablement sapé une part des fondements de nos sociétés. Aujourd'hui, elle est en danger et en grave danger. Mais Sami Oussedir, est-ce qu'il n'est pas quelque part dans la nature de ce régime, ô combien médiocrate, de ne pouvoir aller que dans ce sens, que de ne pouvoir qu'acheter la paix sociale avec l'argent des ressources naturelles, que de corrompre de vastes couches de la société, que de se ménager des remparts naturels, j'allais dire, de clientèle. Est-ce qu'il n'est pas dans son rôle, finalement? Est-ce que nous pouvons attendre d'un régime aussi médiocrate, et qui, maintenant, est quasiment devenu mafiocrate, qu'il puisse être dans une logique de mérite, qu'il puisse être dans une logique de construction, dans une logique de concertation, dans une logique d'émergence des vraies forces, comme la vôtre, par exemple, les petits cas, avec lesquels il pourrait discuter, négocier, avoir une vision d'avenir? Alors, tout d'abord, sur votre plateau et ailleurs, comme vous le savez, j'ai développé le thème de la matrice, comment elle fonctionnait, dont vous venez de reprendre, puisque l'on partage au moins cette analyse, les principaux critères sur le mode de fonctionnement de la matrice. Effectivement, ce que vous dites, j'y adhère, je fais plus qu'y adhérer. Je me dis aujourd'hui, je ne fais pas... Ma confiance n'est pas dans l'intelligence première du système, parce que ce système, il a réussi 2 choses. 1, à détruire des richesses. C'est un système inefficace, je vais le dire. Au-delà de la morale, en plus, il est inefficace. Deuxièmement, il a fait fuir l'intelligence. Lorsqu'on dit qu'il a fait fuir l'intelligence, les gens n'ont comme perspective que les années 90. Mais on part du début. Parce que le mode de sélection des élites a privilégié l'allégeance au détriment de l'intelligence. Ça veut dire que les élites, celles qui ont resté, ont été soit mtarfines, soit domestiquées.
Absolument. Donc, corrompues, pour dire le mot. Voilà. Corrompues, ou même si elles n'ont pas été corrompues, en tout cas, elles ont trouvé quelques subsides ici ou là pour défendre un projet qui est, avec le temps, on s'en rend compte. Au début, on pouvait se dire il y avait de l'espoir. Aujourd'hui, on peut se dire que c'est un projet destructeur qui a été mis en place, hein, en tout cas. Donc, aujourd'hui, sur quoi on peut miser, il faut être très factuel. Il y a deux façons de sortir de cette crise-là. Soit un que je n'appelle pas du tout de mes voeux, qui est celui de la violence. Vous savez, la violence, on a payé pour voir. Ça veut dire, quand je dis nous, on a payé, c'est le peuple algérien qui a payé. Hein. On ne parle pas de ceux qui sont censés ou qui prétendent nous gouverner. Ils sont derrière le rempart, voilà. De toutes les façons. Tout à fait. Donc, nous avons payé. Et on sait très bien que la violence, dès qu'elle vient sur le terrain, elle n'est pas maîtrisable ni contrôlable. Aujourd'hui, c'est malheureusement une option qui est sur la table. Et il y a l'autre option dont vous avez parlé, qui est celle, je dirais, de la transition. Alors, c'est une option que, pour moi, je reste assez réservé sur le concept transition. Une transition ne dure pas 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on nous parle de la transition. On ne l'a pas vu avancer. Hein. Donc, sur cette transition, la seule chose qu'il faut se dire, hein, sur laquelle on peut, non pas parier, même pas parier, c'est de se dire, est-ce que ce système-là aura encore la lucidité nécessaire pour comprendre que s'il veut ne pas totalement perdre tout, justement, il va falloir s'ouvrir. Justement. Là où plus personne ne comprend quoi que ce soit, c'est que ce régime est tellement suicidaire, le mot est vrai, hein, suicidaire, qu'en ce moment, il est en train de ne même pas voir que c'est à lui-même qu'il est en train de faire du mal, qu'il est en train de hâter, de précipiter les causes inéluctables de sa propre chute. Pourquoi ne prendrait-il pas la peine de réfléchir et d'aller vers une transition, sachant qu'une transition, ça peut mettre des années, ce qui lui ménagerait une petite place, qu'à la limite, il puisse partir tranquillement après une négociation, peut-être même qu'il pourrait rester, qu'une fois les règles du jeu changées, il trouverait sa place. Pourquoi n'envisage-t-il pas sérieusement d'aller vers une vraie négociation, une vraie concertation avec de vraies forces, plutôt qu'avec le FLN, le RND, un faux parlement, de fausses organisations de masse qui ne représentent rien. Comment fait-il pour ne pas voir qu'il est en train de se suicider lui-même, en entraînant tout le pays avec lui, bien sûr? Alors, je ne sais pas s'il ne voit pas. D'abord, préalablement, je ne pense pas aujourd'hui qu'on peut parler, je dirais, d'un système de pouvoir monolithique. Ici ou là, on a des failles qui se dessinent. Une dont tout le monde a parlé, c'est le précédent Premier ministre, qui a introduit une faille, qui, à mon avis, est très simple, hein, puisque vous parlez de cette logique. Je pense que l'idée, c'est de se dire, pour rester, il faut changer. Alors la question, c'est de savoir quelles sont les forces qui sont pour introduire un peu de changement, je parle du régime là, hein, oui. Un peu de changement ou ne pas bouger les choses. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est créé, et on parle peu souvent, c'est effectivement cette notion d'oligarchie que le système a produit. Moi, j'appelle ça le mythe de Frankenstein. Pourquoi? L'histoire de Frankenstein, c'est quoi? Ça vient après la matrice. Tout à fait. Le mythe de Frankenstein... Et on n'est pas dans la science-fiction. Totalement. Malheureusement, on est dans une réalité qui risque d'être tragique. Oui. Le mythe de Frankenstein, c'est quoi? C'est qu'en fait, ce pouvoir a donné vie à une créature monstrueuse au sens premier de son terme, qui sont ces oligarques. Et on les a mis en place en se disant, nous avons le contrôle sur ces oligarques. Sauf que vous savez aussi bien que moi que le pouvoir et l'argent absolu rendent absolument fou. Et une partie des oligarques, d'une certaine façon, aujourd'hui a atteint une masse critique pour avoir une influence sur le cours des choses. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Nous considérons, et à raison, même si ce n'est pas la réalité, que l'État est le lieu, le garant et le défenseur de l'intérêt général. Comment pouvez-vous expliquer qu'on sous-traite en grande partie une politique économique à un patronat dont, naturellement, les objectifs officiellement définis est d'être un syndicat de patrons?
Est-ce que les intérêts nationaux correspondent aux intérêts catégoriels des patrons? Je ne dis pas que les patrons sont contre l'intérêt national, d'une certaine façon. Mais je dis l'intérêt général ne peut pas se réduire à ça. Et ça pose la question de l'État. Et lorsqu'on parle de la question de l'État, c'est que c'est un État qui a été privatisé et dont, bien évidemment, a été dévitalisé de sa capacité intelligente à arbitrer et à avoir une stratégie pour l'avenir. Et ça mériterait toute une émission que pour ça, que pour ce point. Faisal Mattawi, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal, merci à vous. Bonsoir. Alors Faisal, depuis le début de l'année 2018, ces mouvements sociaux en permanence. Le climat social est à l'orage, comme le dit le titre de notre émission, et on sent comment dirais-je, une ambiance électrique. Ça va en se compliquant, ça va en dégénérant parfois. Nous avons vu comment a viré, la grève des médecins résidents, comment maintenant est en train de prendre de l'ampleur la grève des enseignants, comment ici et là des corporations entières annoncent qu'ils vont rentrer dans la danse, si je peux dire. Qu'est-ce qui se passe, Faisal Mattawi? Jamal, c'était prévisible. Puisque la loi de finances 2018 a introduit beaucoup de mesures, notamment des hausses d'impôts et également de prix du carburant et d'autres produits. Mais la vitalité du mouvement social est toujours là. C'est-à-dire malgré le fait que l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, qui est la centrale syndicale, ne fait pratiquement rien pour défendre les intérêts des travailleurs, sauf à faire du discours politique. Les syndicats autonomes confirment encore une fois qu'ils sont puissants, qu'ils arrivent à s'imposer sur le terrain, qu'ils arrivent à défendre réellement les intérêts des travailleurs, que ce soit dans le secteur de l'éducation, que ce soit dans le secteur des fonctionnaires, c'est-à-dire la fonction publique, l'enseignement supérieur. Et là, aujourd'hui, on voit aussi un mouvement d'étudiants, c'est-à-dire des médecins résidents, qui essaient de défendre leurs intérêts sans avoir de syndicat, mais en s'organisant au sein d'un comité. Ça veut dire que le mouvement social se porte bien en Algérie, fait porter sa voix malgré les interdits, malgré l'encerclement, malgré que la justice s'amuse à chaque fois de déclarer les grèves comme des mouvements illégaux. Malgré cela, ces mouvements s'expriment et essaient de défendre leurs intérêts. Dans le secteur de l'éducation, c'est devenu endémique, c'est devenu même chaque année, on a le même phénomène de grève parce qu'il n'y a pas de prise en charge sérieuse des revendications. Cela fait des années que des travailleurs du secteur de l'éducation réclament une amélioration de la médecine du travail, réclament l'amélioration, la révision du système de la retraite, réclament d'autres revendications d'ordre socio-professionnel, malgré le fait que ce secteur est sensible et important pour les générations futures et pour l'avenir du pays. Malgré ça, on tourne en rond et ça met toujours le gouvernement, les pouvoirs publics, les décideurs devant une situation de prise de décision. Faisal, j'ai deux questions pour vous. D'abord, l'UGTA, comme vous venez de le dire si justement, l'UGTA qui avait toujours été utilisé par le régime comme une sorte de garde-chiourme pour contrôler un peu les travailleurs, empêcher qu'ils n'aillent dans la rue. Vous connaissez un peu le topo comme tous les Algériens. Et alors là, il semble que l'UGTA est devenue totalement inefficiente, incapable d'empêcher un quelconque mouvement qui soit, même si elle est membre à part entière de la tripartite. Ces cadres, dans une grande proportion, sont connus pour leurs indélicatesses, pour rester polis. D'après vous, à votre avis, ces mouvements sociaux sont-ils en train de signer l'arrêt de mort de l'UGTA? Vous savez, on ne surgit jamais de la mort de syndicats. Les syndicats devraient toujours exister, devraient être réformés. Je ne sais pas si tous les cadres de l'UGTA sont dans des indélicatesses. Il y a quand même des syndicalistes de valeur à l'intérieur de l'UGTA. Peut-être qu'ils sont mis à la marche, peut-être qu'ils sont mis, n'ont pas le droit à l'expression. Mais le syndicat UGTA, je pense qu'il doit être récupéré par le mouvement social national, c'est-à-dire par les travailleurs, par les salariés, pour le réformer de l'intérieur, pour le moderniser, parce que le syndicat doit exister, un syndicat fort. Le syndicat a été pris en otage par la direction actuelle, parce que c'est devenu un syndicat politique, et puis plus du politique que de social.
Et donc, je pense que la balle est dans le camp des syndicalistes, ceux qui défendent les intérêts des travailleurs. Et on va, parce qu'on va aller vers des bras de fer beaucoup plus. Mais l'UJTA n'est plus un syndicat, Faisal. L'UJTA n'est plus. Moi, je n'ai aucune animosité contre l'UJTA. Mon père en était membre syndical et un responsable connu à Batna. Mais l'UJTA n'est plus un syndicat. C'est une association, je ne dirais pas le mot, mais prise en otage, comme vous le dites si bien, par des responsables qui sont en train de s'enrichir en milliards. Et je parle tout particulièrement de l'UJTA Sonatrach, dont tout le monde connaît les pratiques. Donc l'UJTA n'est plus un syndicat. Jamel, il y a une aristocratie syndicale. Il est vrai qu'il y a des personnes, des individus qui ont profité de l'appareil. Mais l'UJTA, c'est également de l'expérience, c'est-à-dire de l'accumulation du travail syndical. L'UJTA a des structures au niveau national. Le bureau des syndicalistes, c'est à leur manière le droit des travailleurs. Donc il ne faut pas fermer ce syndicat ou s'en débarrasser. Au contraire, mon plaidoyer, vous l'avez bien entendu, Jamel, c'est de récupérer ce syndicat au lieu de le perdre. Récupérer en le réformant. Parce qu'il ne s'agit pas de continuer à pactiser avec le gouvernement, avec le patronat ou à défendre les intérêts du patronat. Ça ne peut pas durer. Un syndicat doit être un syndicat. Et c'est pour ça que les syndicats autonomes sont en train de donner la leçon chaque jour à l'UJTA, parce qu'ils sont en train de défendre, et même des comités autonomes. Les comités des étudiants ne sont pas réunis en syndicat, mais en comité. Ça veut dire que il y a une partie de la société qui a compris que pour défendre ses intérêts, notamment dans le secteur social et le secteur du travail, il faut s'organiser autrement. Alors ne jetons pas, comme vous dites, le bébé avec l'eau du bain, attendant donc que les vrais syndicalistes de l'UJTA recouvrent la pleine souveraineté sur leur syndicat et qu'ils parviennent à éjecter les autres. Je reviendrai à vous, Faisal, tout à l'heure pour vous poser la question sur la justice qui est instrumentalisée en ce moment pour déclarer les grèves illégales de façon totalement injuste, alors que tout le monde sait que la justice fonctionne à l'injonction. Je reviendrai à vous dans un petit moment et j'accueille Khaled Zirem. Merci d'être avec nous, Khaled. Monsieur Tchinouf, bienvenue à vos invités et bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Alors, Khaled Zirem, d'abord votre avis sur ces débrayages en série. Comment ça s'explique selon vous? Et qu'est-ce que ça annonce surtout? Comme l'ont dit un peu les intervenants précédents, c'était tout ça de plus prévisible déjà, d'une part. Et d'autre part, je peux vous rappeler un phénomène, par exemple, en 2010, ce qu'on appelle les printemps arabes, les services de sécurité en Algérie ont recensé 10 000 mouvements de protestation sur le territoire national pendant l'année 2010. Donc, c'est dire que ce marasme ne date pas de 2018, ça d'une part, mais avec les chutes des prix du pétrole, la poule aux œufs d'or du régime, qui le fait vivre et qui fait vivre sa clientèle à travers sa rente, les cercles de décision se sont rétrécis parce qu'il y a moins d'argent et ça se répercute sur le petit citoyen. Maintenant, tous ces mouvements de protestation, ils sont à la fois légitimes et naturels, mais il faut aussi relever un autre phénomène, c'est qu'on veut dépolitiser ces mouvements de protestation. On monte des corps de métiers, des corporations les unes contre les autres. On monte des corporations contre des populations à travers des médias mercenaires, à travers des idiots de service. Donc, il faut s'attendre à dire à ce que ces mouvements s'exacerbent et pour ne pas peut-être dire que ça pourra aller vers le pire. Mais justement, Khaled Zirem, Oui. ce régime, en vérité, il est au milieu d'un véritable cercle vicieux. S'il cède aux revendications, il va ouvrir la porte à une réaction en chaîne. Tout le monde va vouloir avoir sa part de droit. Et s'il ne cède pas, il
incite ces mouvements à se durcir davantage, à aller dans la rue et donc forcément à sévir contre ces mouvements. Comment, d'après vous, ça va finir tout ça? Le régime navigue aussi à vue. Il ne faut pas dire qu'ils sont si intelligents que ça et qu'ils savent un peu ce qu'ils font. Donc, d'une part, ils lâchent un peu de l'Est d'un côté et on utilise la matraque d'un autre. Mais on veut en aucun cas que ces mouvements de protestation soient politisés, parce que quelque part aussi, ça les arrange, ça leur fait une bonne diversion. Que les médecins qui ont été tabassés de la manière la plus ignoble, on a vu des Algériens dire que à la une d'un journal, on dit que les médecins demandent 60 millions de centimes de salaire par mois. Donc, les enseignants aujourd'hui, on leur montre des associations de parents d'élèves pour les attaquer, pour discréditer leurs combats et leurs revendications, que tout le monde pratiquement reconnaît qu'elles sont légitimes. Donc, cette confusion-là généralisée arrange aussi, d'une part, le régime en place. Restez avec nous, Khaled Zirem. Je reviens à vous dans un moment. Nous allons voir une petite VTR et une déclaration de Bedoui, ministre de l'Intérieur, et nous revenons à la discussion. La grogne sociale s'intensifie dangereusement. Cela avait commencé par la protestation des médecins résidents. La brutale répression policière dont ils avaient été victimes avait soulevé l'indignation de la société algérienne. Puis ce fut le mouvement des paramédicaux, des étudiants de l'école normale de Constantine, Air Algérie, les enseignants, les retraités de l'armée. Pas un jour sans que la grogne sociale ne s'exprime dans la rue. Le pouvoir, très visiblement effrayé par de si vastes mouvements sociaux, se montre nerveux. Il refuse obstinément de laisser les mouvements s'exprimer à Alger, allant jusqu'à suggérer aux contestataires d'aller manifester dans les autres villes d'Algérie. Il craint manifestement des débordements qui pourraient entraîner jeunes des quartiers populaires. Des personnalités importantes du pouvoir se sont exprimées publiquement, le Premier ministre qui va jusqu'à menacer de représailles tous ceux qui s'aventureraient à manifester à Alger. Le SG du FLN qui affirme publiquement que ces mouvements sociaux sont initiés par des mains intérieures et qui ont des ambitions présidentielles. Le ministre de l'Intérieur qui rappelle que son régime ne permettra pas de manifestation à Alger. Le vice-ministre de la Défense qui accuse les retraités de l'armée de mauvaise foi et qui parle ouvertement de manipulation. Dans le même temps, d'autres catégories socio-professionnelles annoncent leur intention d'entrer en grève. C'est dire que le temps est à l'orage. هذه المعطيات التظاهر بالعاصمة هو قرار قانوني ويجب على الجميع أن يفهموه نهائيا بأن التظاهر على مستوى الجزائر العاصمة ممنوع وهذا قرار اتخذ من طرف السلطات العمومية للبلاد لأهداف أساسية تهم السكينة وتهم الطمأنينة لسكاننا وعلى مستوى العاصمة فإن n'est pas à l'ordre du jour jusqu'à aujourd'hui. C'est mieux de dire, dans tous les pays du monde, les gens manifestent pour les manifestations d'importance, dans les capitales de ces pays. Et là, on interdit catégoriquement tout mouvement social de s'exprimer à Alger. Et l'exemple qu'il donne prête un peu à sourire, puisqu'il dit non, c'est pour préserver la quiétude et la tranquillité des gens. Comme si manifester à Tizi Ouzou, à Bjaïa, à Oran ne perturbe pas la quiétude des gens. Ça ne la perturbe qu'à Alger. C'est incroyable. Hein. Tout à fait. Deux remarques par rapport à cette intervention du ministre. Un, ne confondons pas l'état de la loi avec l'état de droit. Oui. Je m'explique. Tous les régimes autoritaires, et encore plus les régimes totalitaires, produisent beaucoup de lois, ce qu'on appelle des normes, pour enserrer la société, l'empêcher de bouger. Et on vous renvoie tout le temps à la loi. Retenez bien cette formule. C'est une loi qui oppresse et qui ne libère pas.
Voilà, un État de droit, ce n'est pas un État de loi. La loi peut être oppressive, nous en avons un exemple. Le deuxième point que vous avez soulevé concernait, il m'échappe. Manifester à Alger. Oui, la question de manifester, la question de la manifestation, c'est très intéressant. Pourquoi? Ça a été dit par vos précédents intervenants. Le syndicat ne représente plus les travailleurs. On a détruit d'une certaine façon les partis qui pouvaient avoir une voix différente. On a fait qu'aujourd'hui, la société algérienne, il n'y a plus d'instruments, d'institutions qui peuvent médiatiser ces avis et cette contestation. Médiatiser, il faut bien comprendre ce que cela signifie. Ça veut dire non pas publier, mais être les porte-voix. Quand un syndicat est légitime et non pas légal, puisque là c'est aussi une différence, lorsqu'il est légitime, il est capable de porter les voix de ses mandants et donc d'être un partenaire social. Aujourd'hui, lorsque vous avez enlevé du terrain social et politique les syndicats représentatifs et les partis politiques, vous laissez place à la violence. Enfin, excusez-moi, juste une chose assez importante, je reviens à l'idée initiale. Oui. La question, effectivement, d'assurer l'ordre public. C'est la matrice à trois ressources historiques. D'abord, bien évidemment, la morale sortie de la guerre, vous savez, la ressource elle-même historique, la troisième, c'est la ressource financière. Les trois sont ce que je répète souvent, mais il faut garder ça à l'esprit. On est passé d'un état d'abondance à un état de rareté aujourd'hui. Et il y a une quatrième valeur sur laquelle on mise tout, l'atout. Vous savez, quand on joue aux cartes, il y a l'atout maître dans votre jeu. Nous sommes le gardant, j'ouvre les guillemets, de la quiétude sécuritaire. Et cet argument... Après nous, le déluge, autrement dit. Mais cet argument-là est opposé à toute velléité de la société algérienne, mais également sert à l'international. Il dit à l'international, nous tenons le pays. Dans un contexte volatile international, comme vous le savez, on dit, il n'y a rien à voir, circulez, nous sommes le garant de l'ordre en Algérie. Messieurs, à Paris, Washington et ailleurs, dormez tranquilles. Ça veut dire que ce n'est pas après nous le déluge, c'est sans nous le déluge. Ah ben oui. Mais sinon, Samuel Siddiq, on m'a rapporté, des amis m'ont rapporté que certains amis de Kadhafi étaient allés le voir au moment où il était encore temps de sauver les meubles. Ils lui ont dit, cette fois-ci, on est parti pour un vrai soulèvement. Alors, il est encore temps pour toi, maintenant, de laisser s'installer sur la scène politique de vrais représentants de la population. Demain, tu vas pouvoir négocier avec eux et ça va donner du temps à tout le monde, y compris à toi-même. Et il a dit non, n'est pas question. Il a opté de discuter avec lui-même, comme un peu aujourd'hui le régime avec le FLN, avec le RND, avec les partis maisons, avec le JTA, avec les parlementaires élus à la fraude. Et là, est-ce que ça ne risque pas de dégénérer gravement et que le jour où l'aspiration à une véritable contestation politique voudra s'exprimer, qu'est-ce qu'il faudra faire? Deux choses. Un, le parallèle entre les deux régimes a ses limites. Premièrement, vous les avez énoncés. Un, il s'agit effectivement dans le système libyen d'une personne. Oui. Jamahiriya n'était même pas une république et n'est toujours pas une république. Hein. C'était un homme qui décidait de tout. En Algérie, c'est différent. Ça a été un pouvoir qui était plus ou moins collégial et il y avait différents centres. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une république. Non, non, bien évidemment, ça effectivement. Mais aujourd'hui, si vous voulez, le gros problème, c'est qu'on aurait pu dire pour le Kadhafi, le Msel Chabi, on aurait pu penser qu'un système, je veux dire, plus organisé, plus sophistiqué, et là j'ouvre une parenthèse, penser qu'un régime qui est en place depuis 1962 est un régime qui ne comprend rien et qui est intelligent, c'est une erreur de prospective fondamentale. Parce qu'il faut prendre en compte le fait que ça a été un régime intelligent, qui est aujourd'hui, par bien des égards, à bout de souffle, mais les prendre pour des gens pas intelligents, c'est une erreur. Moi, très franchement, Samuel Siddiq, pour moi, ce régime est l'incompétence et l'inintelligence personnifiée. L'incompétence incapable de faire prospérer
une caisse de 1000 milliards de dollars. Ça veut dire incapable, dans un pays qui dispose de tous les atouts, de le maintenir au moins à l'état du 5 juillet 1962. Un État où on aurait ramené les pires saboteurs du monde, des experts dans toutes les matières, dans tous les domaines, il n'aurait pas mieux fait que ce régime. Alors, donc je ne vois vraiment pas où vous trouvez cette intelligence. Je vais essayer de m'expliquer. Oui. Vous avez tout dit. Pourquoi? Incompétent? Sûrement. Intelligent? Sûrement. Mais la vraie question, cette intelligence a été mise au service de quoi? Du mal. C'est ça la question. C'est ça. Un but. Ce n'est pas de l'intelligence. Perdu. Il y avait deux choses. Non, après, on peut définir l'intelligence ou non. Ça, c'est une autre question. Il y a des grands meurtriers qui étaient extrêmement intelligents. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de savoir que le régime, la matrice, a deux objectifs. Un, maximiser ses profits, et deux, durer. Sauf qu'aujourd'hui, dans cette équation-là, les deux termes sont antagoniques. Elle a pu conjuguer ces deux termes, aujourd'hui elle ne peut pas, ce qui pousse à des aterroiements. Et enfin, juste sur quelque chose qui était très intéressant qu'a dit M. Zirem, c'est effectivement la question effectivement des revendications socio-professionnelles et catégorielles. L'enjeu, et là il faut comprendre, je comprends très bien qu'effectivement, beaucoup de corporations sont dans des situations extrêmement difficiles et un avenir très difficile. Mais l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu politique, c'est de pouvoir articuler ces revendications sociales pour en faire véritablement une alternance politique. Très bien. Alors, je vais poser cette question à Khaled Zirem, justement. Faisal Mattaoui, vous parliez tout à l'heure de justice. D'une justice qui est instrumentalisée très évidemment, dont on se sert comme d'un gourdin pour empêcher les manifestants d'exprimer de simples revendications socio-professionnelles. Ça se passe comment, à votre avis, Faisal Mattaoui? Il y a toujours des recours, et même dans ce niveau-là, c'est pas nouveau, parce que la justice qui annule des grèves et qui les considèrent comme illégaux à chaque fois, c'est devenu même une tradition. Mais le problème, la question qu'on peut se poser, Jamel, si les juges se mettaient à faire grève, qui va décider de l'égalité de la grève? Est-ce que d'autres juges vont le faire? Il doit y avoir des critères objectifs, des critères constitutionnels. Oui, la loi précise, elle est précise sur la question, parce que nous avons une loi sur les relations de travail qui est excellente, il faut le dire en parenthèse. Elle est plus proche des intérêts des travailleurs que des employeurs. Mais il y a de l'excès. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans le cas des médecins résidents, il n'y a pas un syndicat qui est appelé à la grève. C'était un comité qui n'est pas agréé, parce que vous savez, pour agréer un comité ou un syndicat ou une association, un parti ou un journal, il faudrait courir plusieurs routes, taper à plusieurs portes, appeler des milliers de téléphones pour avoir l'agrément. C'était un processus très bureaucratique, lent. Et donc, ce comité qui s'appelle le comité autonome des médecins résidents algériens a fait appel à la grève. Or, la grève, la justice a décidé que la grève était légale, en estimant que le Camara, ce comité existe. Donc il y a des failles dans la justice. Dans le cas du PNC, les personnels navigants commerciaux d'Air Algérie, ce syndicat, selon les syndicalistes bien sûr, ils ont poursuivi la procédure, c'est-à-dire qu'ils ont fait un avis pour la grève à l'avance, ils ont informé la direction, ils ont suivi toute la procédure, et malgré ça, la justice décide que la grève était légale. Donc on n'est pas dans une décision justicière. Et en invoquant quel motif pour ce qui est d'Air Algérie? Le motif invoqué, c'est que le syndicat n'a pas informé, n'a pas respecté la procédure, que la grève est sauvage, c'est complètement faux. Parce que le syndicat a poursuivi. Parce que la direction d'Air Algérie a voulu utiliser les passagers comme un moyen de pression, pour dire que, parce que dans ce cas-là, et ça existe dans tous les pays du monde, lorsqu'un syndicat annonce une grève pour le 21 janvier ou le 20 janvier, la direction d'Air Algérie était tenue d'informer les passagers. Or, Algérie ne l'a pas fait. Mais qui va poursuivre Algérie en justice pour ça?
Ça, c'est une autre question. Maintenant, pour les syndicats, Jamal, et peut-être que je ne partage pas une partie de ce qu'a dit votre invité, il y a en Algérie des syndicats représentatifs, syndicats autonomes, qui font leur travail malgré les pressions, malgré les ponctions sur salaire, malgré les interdits, malgré les pressions qui sont faites à travers les hiérarchies. Il y a comme syndicats qui tentent de porter la voix des travailleurs en Algérie et surtout dans des secteurs comme l'éducation, comme la santé, comme l'enseignement supérieur, comme la fonction publique, etc. Maintenant, public. Maintenant, pour les autres travailleurs qui sont dans le secteur économique, notamment dans le privé, là, c'est notre drame. Parce qu'il y a une grande partie du secteur privé où le syndicat n'est pas reconnu. Mais personne ne va leur demander des comptes. Mais est-ce que, Faisal, avec cet effet boule de neige qui est en train de se produire, est-ce que ça ne risque pas de partir dans tous les sens, surtout que ce régime, ce système, s'obstine à vouloir montrer de lui l'image d'un pouvoir fort qui ne négocie pas, qui est prêt à en découdre éventuellement, à réprimer par la force? Est-ce que ça ne risque pas de dégénérer gravement? Partiellement pour le dialogue, je pense qu'il y a une partie de dialogue qui se fait. Hein. C'est-à-dire il se fait dans KNK, peut-être pas dans les règles, mais il y a un soupçon, un début de négociation ou de dialogue, notamment dans le secteur de l'éducation, parce que c'est important, et le secteur de la santé, même si les médecins résidents attendent toujours qu'on règle leurs problèmes. C'est des problèmes vieux de 40 ans pour les services civils, par exemple. Donc pendant 40 ans, on n'a pas réglé la question du service civil qui oblige les médecins résidents d'aller exercer dans des régions alors qu'ils ne trouvent pas de moyens. Et parfois, ils sont mal payés, etc. Parce qu'un médecin résident en Algérie est mal payé. Mais dans cette forme de dégénérer, c'est une probabilité. 2018, Jamal, est une année politique. Pourquoi? Parce qu'il y a les élections présidentielles en 2019. Et dans cette pareille situation, le pouvoir ou les pouvoirs publics ont tendance à vouloir régler les problèmes au lieu de les laisser perdurer. Parce qu'on veut aller vers des élections présidentielles où le climat social sera apaisé, etc. C'est vrai qu'il y a des difficultés économiques. C'est vrai qu'il y a un effondrement des recettes. L'Algérie a perdu plus de 70% de ses recettes depuis 2014 et le pouvoir ou le gouvernement n'a pas suffisamment de moyens financiers pour contrer ou pour maintenir la paix sociale. Maintenant, ça sera un véritable exercice, une véritable gymnastique pour le gouvernement Yahya pour essayer de réguler tout ça. La société est en train de revendiquer ses droits, du moins dans certains secteurs, et il est évident que d'autres secteurs vont aussi demander des comptes. Maintenant, la meilleure gestion, c'est celle de le faire par de la négociation et l'ouverture, pas par la répression. Merci Faisal Mattawi, au plaisir de vous revoir. Khaled Ziram, avant de nous quitter, beaucoup parmi les manifestants, notamment parmi les médecins résidents et parmi les enseignants grévistes, appellent de leur vœu j'allais dire, la résurgence de cet esprit d'élite qui sont à l'avant-garde de la société et qui portent en eux les aspirations de leur société, qui portent en eux la contestation politique toute naturelle quand ils sont face à un tel régime. Comment, d'après vous, pourrait-il aller vers un tel idéal? Là, vous touchez vraiment un point très sensible. Vous savez, comme moi, comme beaucoup d'observateurs de ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, une grande partie de l'élite ou de ce qui est appelé élite, de l'intelligentsia et de ceux qui sont censés être à l'avant-garde, une grande partie de notre classe politique est dans le compromis quand elle n'est pas dans la compromission. Donc, maintenant, attendre de ces gens qui sont dans le compromis et la compromission une résurgence, comme vous dites, pour essayer de fédérer un peu toutes ces contestations et leur donner un cachet politique pour créer un vrai rapport de force en face du régime, je crois que c'est trop optimiste et pas du tout réaliste vu ce que nous vivons aujourd'hui en Algérie. Regardez ce qui s'est passé le 11 décembre passé dernier avec les mouvements de manifestation, notamment en Kabylie. Des jeunes, des étudiants
pour certains d'entre eux vraiment moins jeunes, ont lancé des appels comme ça sur les réseaux sociaux, sans affichage, sans grands moyens de communication. Ils ont pu faire descendre dans les rues Oui. plus de monde qu'on n'en a pas vu depuis au moins une vingtaine d'années, 10 ans. Mais Khaled Ziram, est-ce que nous n'allons pas aller inéluctablement vers l'émergence de vraies forces sociales qui vont donc tout naturellement émerger, se cristalliser et porter les contestations politiques face à ce régime? Est-ce que nous n'allons pas y aller, j'allais dire, quasi naturellement? Nous irons inéluctablement vers ça, M. Birkenlof. Mais il y a au jour d'aujourd'hui une classe politique, une élite, une intelligentsia qui a atteint ses limites historiques. Le problème qui se pose, c'est que cette élite, cette intelligentsia, cette classe politique qui a atteint ses limites historiques continue de détenir, d'avoir un monopole sur l'espace public, sur le débat, sur les médias. Ils sont partout. Il y a 6 millions de nantis algériens qui détiennent l'administration, les médias, l'éducation, l'université. Et ces gens-là vivent dans une Algérie qui n'a rien à voir avec la réelle Algérie. Ce sont ceux-là qu'on appelle les alliés naturels du régime? Quand je dis qu'ils sont dans la compromission, ce n'est pas seulement un allié naturel. On va dans le compromis ou la compromission, c'est plus qu'un allié. Tout le monde trouve son compte. On a vu ça avec les dernières législatives ou les dernières municipales. Je pense que c'est limite sans commentaire, quoi. Merci, Khaled Ziram. Plaisir de vous revoir. J'espère que vous serez plus souvent des nôtres. Semio Sedek, nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour nous donner un peu d'espoir, j'allais dire? Écoutez, d'abord, j'ose espérer que la seule voie n'est pas la violence, en tout cas la seule voie qui nous reste. J'ose espérer. J'ose espérer pour vous, pour moi, mais pour nos enfants, notre pays et notre nation, pour l'avenir de notre pays. Parce qu'effectivement, la chose facile, c'est de dire on va se remettre à la rue. Mais alors là, c'est encore une abdication de notre part. Absolument. Tant qu'il y aura une chance de pouvoir faire converger les forces sociales, les forces politiques, ce qu'il en reste, les forces syndicales. Tout à l'heure, lorsque je parlais des forces syndicales, bien évidemment qu'il y a d'autres syndicats. Mais je parlais de l'UGTA, qui aujourd'hui a le poids prépondérant. Donc, il existe toujours des petites choses, mais ce qui est important, c'est de la ça. Et c'est ça qui est important. Moi, je pense, et je vais vous donner véritablement ma pensée intime, ultime, sur ça. Nous sommes aux portes de 2019. Si nous ne sommes pas capables d'architecturer un projet, ce projet avec Ibtikar, nous l'avons nommé le projet de la reconquête, de la souveraineté. Il passe par quoi? Par reconquérir l'État qui redevienne ce que je vous disais préalablement, le lieu, le défenseur et le garant de l'intérêt général. Reconquérir les institutions. Nous avons parlé de la justice, mais également d'autres institutions. Que l'armée soit la garante efficace de la forme républicaine et démocratique, et non pas juste démocratique ou juste républicaine des choses. Reconquérir la citoyenneté, la liberté, que l'on puisse entendre qu'il y ait une liberté d'association, de syndicat, une liberté économique, que ne soient pas juste les oligarques qui bénéficient des crédits. Encore une fois, reconquérir son identité, sa culture, et en fait, ce qui débouche sur reconquérir la place qui est la nôtre en Algérie. Si à ces conditions-là, c'est lorsque ce projet sera là, lorsque les citoyens rentreront en contact avec ce projet, que là, alors, ils seront capables, parce qu'il y aura une légitimité, de se serrer la ceinture, d'aller vers l'austérité, parce qu'il y a une chose qu'il faut être clair. Le système qui a perduré, le système rentier, qui a permis d'enlever le travail, le temps et la gestion, ce système est mort. À nous d'en réinventer ensemble. Merci. Je serais tenté de vous dire comment réaliser ce très joli programme,
mais ce sera l'objet d'une prochaine émission, Inch'Allah. Inch'Allah, Merci Samio Saddiq, merci Faisal Mattawi, merci Khaled Zirem, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bqaw ala khair, salama.